Bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne du studio 4D2, ou bien bienvenue tout court si c'est la première fois que vous nous découvrez. Et nous avons le plaisir de continuer notre petite série d'interviews avec Ghislain Bonnotte de Don't Panic Games. Aujourd'hui, pour parler spécifiquement de Fabula Ultima, que vous voyez ici à côté de lui, et tout particulièrement dans cette vidéo sur les règles, sur vraiment les mécaniques de jeu propres à ce jeu et à ses univers, aux univers qu'il émule. Et donc l'idée, c'est que nous allons discuter avec Ghislain. Je vais jouer un peu à l'idiot, à lui poser quelques questions sur comment tout ça fonctionne. Je vais essayer de rapporter peut-être quelques ressentis en tant que maître du jeu pour l'actual play qu'on a tourné pour ce supplément de Techno Fantasy. Donc si vous avez peut-être pas encore vu l'actual play, s'il est déjà sorti ou il va sortir bientôt, foncez, regardez ça. Ça vous fera un bon complément, une bonne mise en situation des règles qu'on va expliquer. Et donc, Fabula Ultima, avec le financement de l'Atlas Techno Fantasy, mais avant tout, Fabula Ultima, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on y joue? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tout ça? Alors, Fabula Ultima, c'est un jeu de rôle qui va nous permettre de jouer des personnages dans un univers qui va émuler les ambiances de JRPG. Voilà, donc c'est un jeu dans lequel vous allez interpréter donc des personnages qui vont être définis par des caractéristiques, des compétences, classes, niveaux, ce genre de choses sont assez familières. La spécificité chez Fabula Ultima, c'est donc vous n'avez que 4 attributs et ils sont définis par un type de dé et non pas un nombre de dés ou une valeur. Quand on va notamment avoir un jet à faire, on va prendre 2 attributs, ça va faire 2 dés à lancer, on lance, on additionne le résultat et il faut battre une difficulté. Et voilà. Ça c'est la mécanique de base. Donc D4 ou D12, hein, c'est juste. Exactement. Alors il n'y a pas de D4. Non, D6 c'est au D6 D12, pardon. au D12. Oui. Voilà, on n'aime pas les D4, ils ont dû trop marcher dessus. Ouais, ils voilà. sont douloureux. C'est ça. Et voilà, donc on doit battre une simple difficulté et s'il y a des choses genre des dégâts à calculer, c'est le dé qui aura fait la plus haute valeur, ce qu'on va appeler la valeur haute, qui va déterminer la marge pour les dégâts, par exemple. Ça, c'est la mécanique de base. Alors, le personnage, c'est pas juste 4 attributs. Donc, c'est un personnage qui va avoir différentes compétences, qui sont en fait des capacités, qui sont emblématiques d'une classe. Le personnage va être construit par plusieurs classes. Ça, c'est une autre spécificité de Fabula Ultima, c'est qu'on ne peut pas créer le personnage avec une seule classe. On a forcément moins de classes, et on commence niveau 5, ce qui va nous permettre de distribuer 2 ou 3 classes dans ces 5 niveaux. Et donc pour chaque classe, on va avoir à chaque niveau un point de compétence à prendre. Donc certaines compétences n'ont qu'un seul niveau, donc un point, on prend la compétence, et cette compétence donne une capacité, et c'est tout. Certaines peuvent être prises plusieurs fois, et vont améliorer donc la capacité qu'elles procurent. Ces capacités vont souvent être des capacités emblématiques. Par exemple, un maître lame va avoir la possibilité de porter plusieurs coups. On va avoir des arcanistes qui vont donc être capables d'invoquer un arcanum. On va avoir un tireur d'élite qui va être capable de faire des choses avec des armes à distance, étonnamment. Voilà, donc c'est ou de la capacité, voilà, à lancer des sorts pour un entropiste, si je cite comme exemple. Et chaque niveau, c'est une compétence. Donc c'est assez simple. Et la subtilité va, bien sûr, et le sel va être de faire un peu des combos entre les compétences de ces différentes classes. Et puis après, bien sûr, en plus faire des combos avec ses camarades dans le groupe. Donc si je précise,
Quand on parle de compétences, il faut pas le voir comme un certain nombre de jeux, compétences, je sais pas, investigation ou course, mais là c'est vraiment presque à chaque fois c'est un nouveau pouvoir ou un C'est pouvoir ça. amélioré qu'on peut choisir, propre à une classe, une autre, et ainsi de suite. Tout à fait, c'est exactement ça. Ensuite, on est dans un JRPG, donc les personnages ont des points de vie. Donc c'est une jauge. Ils ont aussi des points de magie. La magie à prendre au sens large, puisqu'elle va être capable, vont alimenter des pouvoirs qui vont être purement magiques, mais qui peuvent être aussi des pouvoirs un peu plus tactiques et mentaux. Voilà. Et donc ces deux jauges vont être assez importantes. Certaines classes vont procurer au départ un peu plus de points dans une ou l'autre des jauges. Et c'est la jauge des points de vie va avoir aussi un petit marqueur qui est à la moitié des points de vie. Le personnage passe en crise et ça va potentiellement déclencher un certain nombre d'effets, pas forcément négatifs. Certaines classes, comme le Sombre Lame, a des compétences qui se déclenchent quand il est en crise, ou qui s'améliorent quand il est en crise, comme faire plus de dégâts. Voilà. Les méchants, on en parlera plus tard, aiment beaucoup aussi ce principe de crise parce que ça leur permet aussi de faire certaines choses. Le personnage va ensuite avoir des états, et la mécanique des états va rejoindre en parallèle une mécanique de type de dégâts et d'affinité avec ces dégâts. Certains dégâts vont infliger des états, certains dégâts vont être des dégâts élémentaires, vont être des dégâts physiques, ou du poison, des choses comme ça. Et certains personnages et surtout certaines créatures vont avoir des affinités avec ces éléments, avec ces types de dégâts. Et donc par affinité, on parle de résistance, d'immunité ou de vulnérabilité. Donc les capacités, les compétences des personnages et leurs armes emblématiques vont avoir souvent des types de dégâts, ou leurs capacités vont être de changer un type de dégâts. Et tout le sel d'un combat va être de trouver la vulnérabilité de l'adversaire pour pouvoir écourter le combat le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le personnage ? Il y a encore deux choses au moins importantes. Les points d'inventaire, qui est une mécanique très intéressante sur Fabula Ultima, qui permet de gérer tout l'équipement consommable du personnage, ou mineur. Ça va être une valeur que le personnage a à la création, qui peut monter avec les niveaux en fonction de ses compétences et de sa classe. Et on considère que le personnage a une sorte de sac à dos qui lui permet, dans lequel il a mis des choses, et le personnage, si le joueur, lui, ne sait pas forcément ce dont il a besoin, on considère que le personnage, lui, il sait. Il sait ce dont il a besoin, et donc, à un moment donné, dans le scénario, il le sait pas, mais il a besoin d'un élixir qui va lui récupérer des points de magie, ou il a besoin d'une tente magique qui permet à tout le monde de passer une super nuit au fin fond de la pampa. Le joueur, lui, il n'a pas besoin de gérer ce genre de détails et à le prévoir. Juste, il dépense des points d'inventaire au moment où il en a besoin, et il dit, bah voilà, en fait, je sors tel équipement de mon sac à dos, ça me coûte tant de points d'inventaire. Une fois qu'il a plus de points d'inventaire, ça veut dire qu'il a vraiment vidé tout son sac, on va dire, et il va pouvoir se restaurer en points d'inventaire une fois qu'il va aller dans une ville, rencontrer des communautés, des PNJ, et leur acheter ce genre de consommables pour... voilà. Et là, encore une fois, hors roleplay, on n'a pas besoin du détail de ce qu'il achète. Juste, il dépense des zéniths, c'est la monnaie, contre des points d'inventaire. C'est vrai que justement en pratique, en y jouant, c'est un système qui a bien plu. Ça rappelle un peu dans une autre mesure, par exemple Blade in the Dark, où il y a les flashbacks. En gros, c'est l'idée, au moment où on a besoin de quelque chose, c'est vraiment de dire en dépensant ses points d'inventaire, ah oui, en fait j'avais acheté ça.
j'ai besoin d'une clé à molette. Ben en fait, j'en avais acheté une et j'en ai une dans mon sac. Et ça rend, ouais, ça permet vraiment de fluidifier le récit et de pas buter sur ah mais non, tu n'as pas pensé à acheter ça 3 séances de jeu auparavant, donc C'est tu ça. l'as pas. Exactement. Dans un jeu dans lequel on va interpréter des héros, on va pas se laisser embêter parce qu'on a oublié une potion quelque part, etc. Et parce que le joueur a oublié quelque chose que le héros n'aurait jamais pu oublier. Voilà. L'autre élément, c'est les liens. Les personnages ont des liens entre eux. Et quand je dis personnages, là je parle des personnages joueurs, qui peuvent avoir des liens entre eux, mais aussi avec des PNJ. Et aussi bien alliés qu'ennemis. Et chaque lien va se matérialiser par une sorte de type de relation. Est-ce qu'on on a une loyauté, une rivalité, une haine, est-ce que et ensuite l'intensité de ce lien. Et ça va être utilisé à différents moments de façon mécanique. On va pouvoir invoquer ce lien avec un autre personnage pour améliorer un jet, avec une autre mécanique qu'on verra plus tard, qui est celle des points Fabula, où certaines compétences vont aussi utiliser cette mécanique de lien pour renforcer les capacités du personnage. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de assez simplement, il n'y a pas grand-chose à écrire, on va juste cocher une relation, mettre un chiffre qui va être un petit chiffre, je crois que ça va jusqu'à 3, quelque chose comme ça, et ça permet voilà, vraiment de faire la différence à certains moments, et ça pose aussi du coup une base de roleplay où ça fait au contraire je dirais la transcription d'un roleplay qui existe. Et, ça fait aussi un sel qui est rigolo parce que ça peut être déconcertant des fois pour les joueurs parce que de se dire ce personnage-là, je suis loyal envers ce personnage, mais je le hais. Ouais. Et il y a cette gymnastique un peu de roleplay de se dire comment est-ce que je le retranscris et finalement aussi ça raconte toute une histoire de ok je le hais mais j'y suis loyal, pourquoi? Et je trouve que ça fait aussi un joli carburant pour l'imagination, en fait. Oui, ça alimente pas mal l'histoire, c'est ça, tout en ayant une mécanique. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, c'est que tout l'aspect mécanique de Fabula est assez orienté action et technique, mais à chaque fois, on renvoie à l'histoire parce que l'important de toute cette mécanique, ça va être de créer une histoire. Une fois qu'on a fait voilà, ce petit panorama de la fiche de personnage, qu'est-ce qu'on joue? Où on joue? Fabula Ultima a ceci de particulier, c'est de dire on va retranscrire les tropes du JRPG, donc on a reconnu des choses dans le personnage, mais il va y avoir aussi des choses dans l'univers. Mais quel univers? Parce que le JRPG, c'est très variable. Donc comment on fait pour avoir un univers? Eh bien, la réponse sont les joueurs qui vont la donner. Le MJ, en fait, va avoir dans le livre de base tout un guide pour faire une session 0 avec les joueurs pour créer ensemble leur univers de JRPG. Quel est leur monde dans lequel ils vont jouer, dans lequel quel est le monde qu'ils vont sauver, en fait. Et donc, il y a tout un questionnaire pour cadrer cette création de monde. Ce questionnaire, donc, est dans les mains du MJ, c'est lui qui pose les questions, mais ce sont les joueurs qui y répondent. Donc, ce sont les joueurs qui construisent ce monde, et le MJ, dans cette session 0, est plus un sparring partner et un secrétaire, en quelque sorte. Il va noter tout ça, il va commencer à avoir des idées, mais au départ, il va surtout être le scribe de la création de l'univers. Le jeu fournit aussi une cartographie blanche, dans laquelle on va pouvoir poser quelques lieux, dans lequel on va pouvoir commencer à poser des noms. Il y a des tables avec des exemples de noms. Donc c'est assez didactique. On ne laisse pas les joueurs devant une page blanche. Ça va être tout un questionnaire. Et surtout, à chaque fois, quel est ça renvoie à, finalement, le souci, c'est qu'est-ce que les joueurs vont y faire. Ouais, parce que c'est vrai que
il y a beaucoup d'échanges. C'est vraiment, c'est à quoi il ressemble votre monde. Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est rond? Est-ce qu'il est cubique? Qu'est-ce qu'il y a comme nation? Qu'est-ce qu'il y a comme lieu d'intérêt? Et c'est vrai que il y a ce côté vraiment d'échange et de se dire, donne-moi une idée. Et puis, je fais avec le patchwork, j'essaie d'en faire quelque chose de cohérent en tant qu'MJ. Voilà, avec un petit côté tour de table. Enfin, le fait que on se soucie que chacun contribue. C'est pas juste ceux qui sont naturellement à l'aise ou très imaginatifs. C'est-à-dire que chacun va pouvoir, à un moment donné, mettre sa pierre à l'édifice. Voilà. Une fois qu'on a fait un peu brosser à grand trait le monde, il va se poser la question du groupe. Parce que du coup, les joueurs vont jouer un groupe. Donc les joueurs vont définir leur groupe. Là aussi, le MJ va commencer à avoir de plus en plus d'idées, de choses à proposer aux joueurs en termes d'histoire. Et ce groupe va ensuite se décliner en personnages individuels. C'est important que finalement les joueurs aient chacun une idée de ce que va être le groupe pour poser son propre personnage qui va s'articuler dans le groupe. L'idée, c'est pas de faire, entre guillemets, des doublons ou de faire des personnages qui n'ont pas vraiment leur place dans un groupe. Voilà, chaque personnage va ensuite avoir sa création un peu plus, on va dire, classique. Même si les premières choses qu'on va définir, ça va être des choses comme son origine, le thème du personnage. Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche sa place dans le monde ou dans sa famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche une rédemption ou une vengeance? Voilà, il y a un thème propre à chaque personnage. Donc, pareil, il y a des listes d'exemples. Chacun est libre d'en inventer, mais on laisse jamais les joueurs totalement dans le flou. Il y a toujours une béquille à un moment donné si on manque d'inspiration. Et une fois qu'on a défini son identité, son origine, son thème, on va commencer ensuite à répartir, choisir ses classes, ses niveaux, ses compétences et répartir ses dés d'attributs. Et calculer ensuite ses statistiques dérivées comme donc les points de vie, les points de magie, son initiative, sa défense physique, magique. Je crois qu'on a fait le tour. Il y a un peu d'équipement. Oui, il y a l'équipement de trois objets, parce que c'est vrai que c'est aussi une composante un peu importante des JRPG, les buffs que donnent les différents objets. Mais ouais, il y a quelque chose qui est ressorti, qui était assez intéressant dans l'expérience de jeu en créant un personnage. Là, tu le mentionnais justement, l'identité, le thème, l'origine. L'identité, d'une certaine manière, avec les bonus, parce que ces trois choses donnent des avantages mécaniques. L'identité, elle couvre un peu à elle seule ce qu'on verrait comme compétence dans un personnage, on va dire Donjons et Dragons. C'est vraiment, si son métier c'est ça, alors dès que c'est logique qu'il sache faire, alors il sait le faire, et sur quoi il n'y a même pas besoin de faire un jet. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de narratif qui laisse beaucoup de liberté, qui crée un cadre qui est très intéressant. Et l'autre point qui est très ludique, je trouve, à la création, c'est les différentes classes, c'est vraiment de réfléchir à, oui, alors si je prends ces compétences de cette classe, je peux faire un combo avec celle de cette autre classe. Et puis, et pour ceux qui n'ont pas, sont un peu perdus, c'est la première fois, à la fois dans la création de groupe et à la fois dans la création de personnages, vous avez des archétypes, vous avez déjà des propositions déjà à peu près toutes faites qu'on peut prendre à la lettre, et ça c'est aussi super. C'est ça, c'est une des choses récurrentes dans les livres, c'est qu'il y a tout le temps des exemples et des exemples. Donc aussi bien sur les listes de thèmes, d'identité, d'origine, que donc des exemples de personnages tout fait. On a à chaque fois c'est guidé. On n'est pas c'est une idée, un exemple, et on y va. Oui, tu disais effectivement, l'autre chose, c'est ce binôme, que quasiment chaque élément d'un personnage a un pendant mécanique et un pendant background narratif.
à chaque fois, voilà, l'identité, ça va évidemment poser des bases énormes pour le roleplay. C'est quoi le personnage? Mais évidemment, il y a aussi un pendant mécanique qui permet d'éviter plein de statistiques qu'on va retrouver dans d'autres jeux. Et de l'autre, comme tu disais, il y a les gens qui aiment bien le character building qu'on va trouver dans des jeux comme Donjons et Dragons et d'autres. Ils vont s'y retrouver aussi parce que cette combinatoire de compétences, de classes individuelles et après avec les autres personnages du groupe, ça, ils vont pouvoir s'éclater avec ça, sans que ce soit rédhibitoire si c'est pas son kiff. On peut très bien faire des personnages très sympas sans avoir étudié à fond. Voilà, ça, le nom, il me plaît bien, ça a l'air cool, je le prends. Ouais, puis il y a l'aspect didactique, à la fois des exemples pour faire des cas, enfin, point de vue mécanique, des cas emblématiques, ouais. Mais effectivement, à chaque niveau de choix, tu choisis un thème, tu as des questions de background qui dit pourquoi est-ce que tu as ce thème, qu'est-ce qui t'a amené à amener ton personnage à ça, voilà. Tu as cette classe, qu'est-ce qui l'a amené, pourquoi il est devenu ci ou ça. Et... ça autant ça l'explicite que ça permet de guider le joueur pour savoir si c'est ça qu'il cherche et quelle problématique ça va lui poser derrière en termes de construction de personnage ou en tant que résolution de l'histoire du personnage dans le groupe, les relations avec les autres groupes. Ça pose les pierres pour la définition des liens éventuels avec d'autres personnages du groupe. C'est très, très didactique. Et ça reste totalement optionnel. Et en même temps, on peut très bien rouler sur le truc en se disant, voilà, je prends telle compétence, tel machin, et voilà, j'ai un perso optimisé qui fait ça. C'est génial et on y va. Et donc là, effectivement, on a créé notre personnage, on a créé notre univers, notre groupe, et puis on se lance dans le jeu. Tu as évoqué un peu les différentes caractéristiques, donc 4 qui disaient, si je me trompe pas, c'est la puissance, l'agilité, la sagesse et... Ouais, dextérité, dextérité, intuition, volonté et puissance. Voilà, ouais, parce qu'il y a le wisdom en anglais, je me trompe tout le temps. Vous verrez dans l'actuel play, je me trompe tout le temps. Donc en fait, la résolution de l'entièreté, c'est on prend les deux qui ont l'air les plus adéquates pour l'action qu'on veut faire, ou on double même une seule de ces caractéristiques. Parfois, c'est ça, le double d'une on lance les dés. On additionne les dés. On additionne la valeur des dés. Face à un seuil de difficulté donné par le MJ. Et en cas de dégâts, donc on prend le plus grand score des 2 dés. Voilà, ce qu'on appelle la valeur haute. Ouais. Ça a l'avantage d'être extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Alors on peut se dire, mais alors comment on sait quel carré et tout? Bon, déjà, il y en a 4. Donc ça pose moins de questions. Ensuite, il y a des exemples. Ouais. Les exemples les plus courants. Il y a des jets types, les jets types qui sont là. Et ensuite, les compétences et les équipements, donc les armes notamment, vont indiquer, elles, chacune, quand il y a un jet qui les concerne, quelles sont les caractéristiques, les attributs à utiliser. C'est ça, parce que la complexité, elle vient vraiment des compétences des classes, des compétences des armes, mais elles ont toutes vraiment leur point de règle assez précis qui va simplement jongler et tweaker avec tout ce que tu as explicité comme constituante du personnage. C'est ça. Par exemple, voilà, le seuil de crise d'un personnage. J'ai des personnages dans l'actual play qui n'avaient aucune mécanique liée à ça, et on vit très bien avec, et puis d'autres qui en avaient. Et donc c'est vraiment cette complexité, ce côté un peu, pour prendre des termes un peu américains, le côté un peu crunch est vraiment mis par chaque compétence sur une base qui est extrêmement simple. C'est 2 dés, on les lance, et puis c'est ça. Ouais. Et oui. Ensuite, on parlait des états tout à l'heure. Donc les états, ils sont liés à des attributs. Effectivement, sur les fiches de personnage, on va retrouver donc un état par attribut. Et ensuite, il y a des états qui sont, on va dire, des états avancés, qui sont la combinatoire finalement ou la version aggravée de deux états. Et l'effet de ces états, c'est qu'ils vont baisser le type de dé. Donc si on a un D12 en puissance et qu'on est affaibli, le dé passe à D10. Voilà. Donc si on a l'état aggravé qui est au-dessus, on repère un truc sans pouvoir descendre en dessous de D6. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple à gérer. Sur la fiche de personnage, c'est assez visuel, donc on s'y repère. Et en même temps, ça va donner, dans le combat,
tout un crunch, comme tu dis, ou un aspect tactique qui va être assez central dans le fait de, pour battre un adversaire, un antagoniste important, il va pas juste falloir lui faire des dégâts. Il faut lui faire les dégâts du bon type. Oui. On en parlait aussi tout à l'heure, l'affinité aux éléments, aux dégâts de différents types, mais éventuellement lui infliger des états pour baisser du coup ses caractéristiques, qui peuvent incidemment baisser ses défenses, Oui. et ainsi de suite. On n'a justement pas trop parlé du combat concrètement. On va pouvoir en parler. Il y a une chose parce que le combat, peut-être il y a un certain nombre de personnes, on se dit, ah, combat, on va parler du combat. Est-ce que c'est vraiment le point focal du jeu? C'est un peu la crainte. Quand on vient peut-être d'une école de Donjons et Dragons, c'est la focale. Ce que je trouvais intéressant, c'est que déjà, le livre de base, il y a une pléthore de classes différentes. Forcément, on en combine déjà 2 ou 3 de base, donc il faut qu'il y ait un peu de vivier. Tout à fait. Et surtout, il y a tout un tas de classes qui n'ont pas du tout comme objectif de faire du combat. Que ce soit le voyageur, il y a le bricoleur, qui peuvent apporter des choses, mais qui permettent de créer des personnages qui sont beaucoup plus polyvalents que juste le guerrier qui va taper. Oui, complètement. On a des classes... alors, on peut aussi parler de conflits plus que de combats, puisque les règles vont permettre de gérer toutes sortes de conflits. Je dirais plutôt que de gérer toutes sortes de conflits comme un combat, c'est plutôt, on va avoir des règles de conflit, des règles spécifiques de combat, pour jouer du combat tour par tour, etc. Mais on va aussi proposer d'utiliser les règles de conflit pour résoudre des combats. Oui. C'est là où on peut commencer à parler des cadrans. Oui. Pour réaliser des objectifs, on va utiliser des jauges, qu'on appelle communément des cadrans, des horloges, et donc dans Fabula Ultima, ce sont des cadrans avec différents segments. Ce système-là va permettre de résoudre tout ce qui ne se résout pas en un seul jet, mais qui nécessite des jets. Donc des objectifs à long terme, ça peut être une négociation, ça peut être, dans les exemples très intéressants, ça peut être alors une négociation ou un argumentaire, c'est-à-dire essayer de convaincre un seigneur de confier des troupes pour aller à tel endroit. Ça peut être géré comme un conflit, mais un conflit social, qui se résout avec un cadran, et on va chacun proposer des arguments, une façon d'aborder la manière de convaincre par différents truchements, que ce soit des arguments, des relations, de la corruption, des choses comme ça. Et à chaque fois, ça va entraîner des jets qui vont, en fonction de la réussite, remplir plus ou moins un cadran d'objectifs. Ça peut être, on peut gérer un procès entièrement comme ça, donc on peut imaginer des tas de scènes hyper tendues avec des enjeux forts, etc., dans lesquels il n'y a pas une goutte de sang ou une arme de tirer. Et ce système-là peut également servir, cette mécanique-là peut servir pour résoudre des combats pas très importants. Il y a quelques gardes, quelques sentinelles qui nous gênent pour aller à tel endroit, hop, on se les plie assez rapidement. En fait, on peut le gérer via une mécanique de cadran où chaque segment représente un bonhomme, 2 bonhommes, voilà, parce que ils représentent pas une opposition si forte que ça, où le combat n'a pas un enjeu qui nécessite de faire quelque chose de très tactique. On peut aussi, pendant un combat classique, tour par tour, etc., utiliser ce système d'objectifs pour introduire des éléments tactiques ou stratégiques dans la manière d'abattre un ou plusieurs ennemis. Il donne, je crois me souvenir d'un exemple de robot technomagique très fort, et alors pour le battre, il semble avoir des immunités, des choses comme ça, mais on se dit, mais oui, mais il a peut-être, on peut peut-être essayer de le surcharger ou de le décharger, et donc c'est comment tu t'y prends. Il y a plein de trucs magiques dans la pièce, je vais essayer de tous les faire sauter d'un coup, ça va le surcharger et peut-être ça va faire quelque chose.
Et ça, c'est de dire oui, effectivement, ça peut faire quelque chose. On va considérer que c'est un objectif à tant de segments. Si tu arrives, en réalité, ce qui va se passer, c'est que le personnage, l'adversaire va avoir un contre-coup qui va être plus ou moins important en fonction de la taille du cadran. Donc il y a on va dire, quel avantage ça va te donner. Est-ce que c'est mineur, décisif ou total? Et ça se greffe sur un combat classique. Donc il y a vraiment une flexibilité sur cette mécanique qui est un peu une sorte de couteau suisse de tous les cas qui nécessiteraient dans d'autres jeux de sous-systèmes. Et là, ça se gère complètement en négociation et en bon sens. Avec une mécanique juste de résolution d'objectifs. C'est vrai que c'est une mécanique qui est assez en vogue sur un certain nombre de jeux, mais qui a l'avantage d'être assez intuitive et assez graphique, visuelle pour le MJ et les joueurs. Je l'ai utilisé quelques fois, justement pendant l'actual play, pour vraiment soit en avoir deux en concurrence. Par exemple, vous convainquez la personne et l'autre jauge, c'est la personne qui va mettre fin à la discussion. En fonction des réussites ou des échecs. Il y a aussi une influence des échecs critiques ou des réussites critiques qu'on peut faire dans le jeu, ou effectivement créer un compte à rebours, et ça permet aussi, je trouve, assez chouette pour les joueurs de mettre une espèce de pression. C'est que des fois, on peut même montrer, il y a un cadran, on leur dit pas ce que c'est, mais on voit que ça diminue ou que ça augmente. Et les gens se disent, mon Dieu, c'est quoi? Puis, j'ai fait cette action, ça fait augmenter, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça fait même en soi peut-être des intrigues. C'est une forme d'indice un peu méta, qui cadre un peu l'action, action au sens large, en combat ou hors combat, et qui met effectivement une sorte d'enjeu aussi dans une négo, dans une scène donnée, et en la cadrant dans le temps finalement aussi. Et ça, c'est assez aussi caractéristique du jeu, ça de se dire que les combats doivent pas durer trop longtemps, les scènes ne doivent pas durer trop longtemps. Le MJ a aussi, c'est là où on va aborder un peu les points Fabula Ultima, c'est que le MJ a à sa portée des points Ultima et qui vont entre autres lui permettre d'écourter certaines scènes. Soit en faisant sauver son méchant. Celui-là qui est fabuleusement frustrant. Je dépense mon point, je prends mon méchant, merci, au revoir, à la prochaine. Voilà. Et à côté de ça, les joueurs vont avoir leurs points Fabula qui vont leur permettre d'invoquer des traits, notamment leur thème, origine, identité, qui vont pouvoir invoquer leurs liens. Donc les traits leur permettent de relancer 1 ou 2 dés. Il faut qu'ils prennent le nouveau résultat, mais ils peuvent faire ça. Invoquer les liens, ça va permettre d'ajouter l'intensité du lien, donc cette petite valeur numérique, donc en plus, au résultat, c'est un bonus. Voilà. Et comme on peut dépenser autant de points Fabula qu'on veut et qu'on en a, et qu'en plus ça rapporte des XP à la fin de la partie, on a une volonté de finalement qui est une sorte faut pas se censurer là-dessus, c'est-à-dire que vraiment le personnage c'est le héros de l'histoire, donc il y a des moments où il faut pas qu'il se laisse malmener par l'adversité. C'est ça. Et donc à un moment donné, il faut donner pour on peut thésauriser à un moment donné parce qu'on sait que derrière il y a le gros méchant, donc on va essayer de trouver des moyens de gagner des points Fabula, donc il y a aussi donc le point Ultima, il peut être dépensé donc pour faire des choses qui vont être un peu frustrantes pour les joueurs, mais ils sont récompensés aussi par des points Fabula. Ouais, mais puis en même temps, il y a vraiment cette chose qui est dite dans le livre pour le MJ. Il faut pas dépenser. Enfin, la règle. Il faut pas sauver le méchant pour le sauver. Puis en tant qu'MJ, il faut pas être l'antagoniste des joueurs. Non. Il faut utiliser tous ces points comme ressort narratif pour amener du drama. C'est ça. C'est pour le drama, et donc c'est pas pour frustrer les joueurs. C'est vraiment pour
pour faire un rebondissement, pour améliorer, pour augmenter la tension dramatique, pour que ce soit pour que la scène ne s'éternise pas éventuellement, et peut-être pour sauver techniquement aussi les joueurs à un moment donné qui sont face à un adversaire qui pour l'instant est trop fort pour eux, et donc il est logique que il s'en aille parce que ok, il leur a montré qu'ils n'étaient pas au niveau, et on se reverra, il s'en va, et donc les joueurs, s'ils n'ont pas compris à ce moment-là qu'ils n'étaient pas au niveau, surtout si c'est des joueurs plutôt habitués à des combats équilibrés, etc., ils peuvent s'entêter. Ouais. Donc là, ça permet d'écourter et d'éviter des problèmes aux joueurs. Et à chaque fois, c'est pareil. Moi, j'ai bien aimé, c'est le côté la première fois qu'un méchant fait son entrée en scène, tout le monde gagne un point fabula parce que voilà, le méchant arrive, il fait son entrée, c'est un moment dramatique. Et ce qui est marrant, c'est que on peut faire des cinématiques comme dans les JRPG, donc des scènes où les personnages des joueurs ne sont pas présents, qui vont servir au MJ pour faire des petits interludes, mais aussi donner des petites infos, en quelque sorte méta, pour les joueurs. Et si dans cet interlude en question, cette cinématique, c'est la première fois que le méchant arrive, les joueurs gagnent leur point fabula. Et il y a presque ce côté vraiment le méchant qui arrive, on donne les points fabula. C'est presque dans certains JRPG où il y a d'un coup l'illustration du méchant avec son nom en grand comme ça. C'est exactement ça. On est vraiment dans on en fait des caisses parce que voilà, c'est de l'épique, c'est du grand spectacle dans lequel les personnages joueurs sont les acteurs principaux. En fait. Et c'est vrai que le système de progression avec ça est très chouette. C'est-à-dire, ça incite les gens à vraiment dépenser ces points fabula. Il faut que ce soit héroïque, il faut que ça bouge. Tu me corriges si je me trompe, ou peut-être c'est une règle maison que j'ai fait moi-même, mais je crois qu'on peut aussi les dépenser pour amener un élément dans le récil. Oui. Et le typique, vous rentrez dans une ruelle, il y a aucune issue, et le joueur qui dit ah non, il y a une fenêtre, et donc il y a la fenêtre. Et c'est très chouette pour des joueurs qui aiment inventer, qui aiment avoir leur agentivité et ça renforce le côté participatif. Des petits éléments de narration partagée, sans que ce soit complètement de la narration partagée, mais il y a des éléments où on va permettre aux joueurs comme tu dis, de jouer avec son agentivité et de participer vraiment au truc, parce que ça va apporter des choses à l'histoire, ça va être assez des rebondissements, l'idée c'est que ça fasse avancer l'histoire. Donc en fait, chaque fois que le joueur a une idée et que c'est cool, autant l'utiliser et donc autant inciter le joueur à aider le MJ à avoir ses idées. Ouais, effectivement. Et donc on a toutes ces mécaniques très orientées narratifs. Il y a peut-être quelques-uns au fond qui vont se dire ok, l'introduction elle était trop longue, quand est-ce qu'on tape? Et maintenant qu'on a parlé des méchants, comment on leur tape dessus? Et donc une phase de combat vraiment purement un conflit combat. Comment est-ce qu'on le fait? Donc il y a un système d'initiative qui est un test opposé en fait, et on va prendre la meilleure initiative de chaque camp qui vont s'opposer, et ça va déterminer en fait l'ordre de jeu dans le tour. Sachant que ce qui va se passer, c'est que chaque camp va jouer tour à tour. Donc, plus il y a d'écart d'adversaires, plus le camp qui est en surnombre, moins le camp qui est en surnombre va jouer. Ouais. Et ça équilibre naturellement les oppositions et les combats. Il y a bien entendu des compétences et des combos qui permettent de faire bouger les gens dans l'ordre du tour, voire de déplacer le tour de la personne dans le grand tour, et donc gagner du temps sur l'adversité. C'est ça. C'est des tours de faction, donc quand c'est le tour des PJ, ils discutent entre eux qui c'est qui joue, qui va jouer. Ensuite les ennemis. Et donc effectivement, on peut avoir le coup PJ, ennemi, ennemi. C'est ça, voilà. Et donc l'intérêt, c'est ça, c'est que si à un moment donné, on a notamment des capacités qui permettent, c'est
la commandante, notamment dans l'Atlas de High Fantasy, qui va être capable de dire « Ouais, je fais un petit machin », et après, il y a un des autres gars là, qui n'a pas encore joué, bah, il peut jouer juste après moi, donc avant l'autre faction. Ouais. Ce qui va permettre de peut-être profiter de ce qu'a fait déjà le perso. Ça va permettre d'éviter, de retarder la réaction de la faction adverse. Peut-être ça va permettre du coup d'éliminer déjà une partie de l'adversité. Donc ça crée vraiment une dynamique tactique et qui fait aussi que les combats vont rarement durer trop de tours. Ça va être assez rapide parce que les réserves de points magie, points de vie vont vite tomber l'adversité va être aussi prise dans soit elles sont en surnombre, mais ils sont pas très forts, soit en général, ils sont moins nombreux, donc ils risquent d'être pris eux par quand même s'ils ont plus d'actions, ils vont quand même être pris par le nombre d'attaques qu'ils vont se prendre. Ce qui est bien aussi là-dedans, c'est la manière dont les méchants vont être décrits, et notamment pour le MJ, parce que tous les exemples de méchants vont donner comment le méchant réagit dans une scène. Et puis aussi, il y a des règles qui sont très bien faites sur comment on équilibre un combat, vraiment pour avoir des il y a des niveaux de méchants, les types de méchants, le niveau de méchants, mineur, majeur, suprême, je crois, pour les niveaux. Il y a les soldats, il y a des types de créatures aussi, donc leur type va répondre à des capacités de compétences, de sorts, etc. Des résistances aussi. Et des résistances, et voilà. Donc tout ça va s'équilibrer pas mal, et c'est toujours très didactique, et on va jusqu'à expliquer, voilà, ce méchant-là, qu'est-ce qu'il fait le premier tour, il va utiliser telle capacité, puis il va plutôt faire ça, s'il est dans telle situation, il fait ça, sinon il fait ça, et donc le MJ, il a un guide d'utilisation en combat, qui, encore une fois, voilà, on est didactique, tout le temps, partout. Tout en rappelant que c'est pas une recette de cuisine qu'on doit suivre, mais c'est un guide, une suggestion. C'est comme dans un escalier, il y a la rampe. On n'est pas obligé de l'utiliser, mais elle est là. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ouais, ce feeling en combat que j'ai vécu, que les joueurs ont vécu, il y a vraiment cette phase à chaque fois, vraiment comme les JRPG, c'est-à-dire on a des ennemis, on essaie un peu de voir à quoi ils ressemblent, on essaye une petite attaque, voir ce que ça donne, pour vraiment tester où est-ce qu'il y a des vulnérabilités ou pas. Il y a même certains ennemis qui peuvent avoir de l'absorption, c'est-à-dire qu'ils se soignent en prenant des dégâts de tel type. Il y a le cheat code de certaines compétences qui permettent de scanner les ennemis et de savoir exactement ce qu'ils ont comme stats. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. C'est ça. Il y a l'analyse qui du coup est une action que tout le monde peut faire. Mais après il y a effectivement des capacités. Ou simplement on peut on peut simplement le jouer en roleplay, c'est-à-dire on fait des dégâts de feu et puis dire tu vois qu'elle a l'air particulièrement blessée par ça, et voilà. Il y a toutes ces approches vraiment, ce curseur qu'on peut mettre dans comment on veut transmettre l'information. Et donc les joueurs, il y a vraiment cette phase un peu d'exploration, de se dire si j'appuie là, ça fait quoi. Et puis une fois qu'ils ont trouvé le truc, tu le disais dans l'interview qu'on a fait ensemble, mais puis c'est sous-jacent à tout ça. Il y a vraiment beaucoup de mécaniques, beaucoup d'idées de combos entre les personnages, entre les classes. La commandante qui va dire ok, je fais ça parce que tu vas agir juste avant moi, parce que précédemment lui il a lancé ce sort là qui fait ce debuff là, donc toi tu en profites, et ça donne une dimension tactique et cette profondeur qu'on met comme surcouche de juste les mécaniques très simples de 2D à lancer, qui est super intéressant et qui retranscrit bien les JRPG. Ouais. Un dernier point sur le combat ou les dangers en général. Une originalité qui participe du côté un peu positif que voulait l'auteur, c'est que les personnages ne peuvent pas mourir, c'est juste, sauf s'ils le décident. Et parce que en fait, si on tombe à 0 point de vie, on est devant un choix.
soit se rendre, qui va représenter, on va dire, 99% des cas, soit se sacrifier, qui va représenter le cas ultime, voilà, et qui ne doit arriver en général que quand ce sacrifice va avoir un impact très fort sur l'histoire, et donc fait une conclusion très forte pour le personnage, mémorable, dramatique, et qui fait prendre un tournant très fort à la campagne. Donc vraiment on est dans un choix de gameplay dans lequel voilà, le personnage, on sait qu'il va pas mourir, quoi. Il va pas à un moment donné rater un jet et trébucher et s'empaler sur un des 4 qui traînait dans l'escalier. C'est pas le genre de choses qui va arriver. Quand il va tomber à 0 point de vie, pour n'importe quelle raison, la plupart du temps, il va se rendre. Et se rendre, c'est se mettre à la merci de l'adversaire. Ça va se traduire soit parce qu'il est capturé, soit parce qu'il est séparé. Au hasard, Aragorn qui tombe dans un ravin. Voilà. Ça, c'est un exemple de je me rends. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que peu importe le choix d'entre les deux, c'est toujours un élément narratif qui fait avancer l'histoire, qui fait avancer, qui fait un rebondissement en fait. Ouais, c'est ça, c'est un rebondissement et c'est jamais une impasse, c'est jamais c'est jamais quelque chose qui aura un handicap durable sur le personnage. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement le priver temporairement d'un objet important ou le séparer du groupe, mais ça va être temporaire. L'idée, c'est pas de dire t'es à 0 point de vie, du coup tu perds tout ton équipement, ton arme magique ou je sais pas quoi, et en fait, ok, à un moment donné tu t'évades, mais t'as plus ce truc-là, etc. Non, c'est l'idée, c'est juste de dire ok, ton personnage, à ce moment-là, il a perdu une bataille, mais l'histoire continue et le personnage ne va pas être amputé, ne va pas être puni par cet échec. C'est l'histoire doit continuer, le personnage doit évoluer, et donc voilà, l'idée c'est pas d'être punitif sur ce. Voilà, encore une fois, ça c'est de pas. On cherche pas à frustrer les joueurs. Ça reste on est fan de ces joueurs, donc l'idée c'est ce qui leur arrive ne fait que renforcer leur histoire et le côté épique de leur histoire. Et donc si on prend un peu notre aventure, on a vécu des choses, on s'est battu, à un moment donné, il faut bien devenir meilleur, mais qu'on ait tué des choses ou pas, ça n'a pas vraiment d'incidence dans le système de progression. Non, le système de progression va donner des récompenses par défaut à chaque session. On va dire, voilà, vous avez fait une session, vous avez tant, je crois que c'est 5 points d'XP. Ensuite, on va prendre tous les points Fabula qui ont été dépensés dans la partie, et on va répartir ce montant équitablement dans le groupe en points d'XP. Et après, il me semble, des choses sur les objectifs, je sais plus trop, mais on gagne pas des XP en tuant des créatures ou des monstres. Non, il y a des indications sur la valeur des trésors que on va trouver, ce genre de choses. Voilà, et après c'est plus le fait qu'il y ait ces sessions plus ces points Fabula, ça va être une mesure. En fait, indirectement, si on se bat contre quelque chose de très fort ou que on est très mauvais au dé, ça arrive aussi, c'est l'adversaire, c'est nous, c'est notre chance au dé, on va claquer plus de points de Fabula, et à la fin on a des XP en plus, parce que quelque part on a dû en baver un peu plus, donc c'était plus difficile, on est récompensé pour avoir passé ce cap, et donc un peu comme on voit dans beaucoup d'animés japonais, plus on prend cher et plus on devient fort. Et donc ces points d'XP, on les investit principalement pour acheter des nouvelles choses pour des nouvelles classes. Ou enfin pour la classe. C'est des niveaux. C'est ça. En fait, chaque fois qu'on a, je crois que c'est 10, c'est assez... on doit dépenser automatiquement. On doit automatiquement prendre un niveau dans une classe. Oui. Sachant que chaque classe ne peut être pris que 10 niveaux. Que pour 10 niveaux. Et le niveau maximum, c'est 50. Et le niveau maximum, c'est 50. Donc, bon, on a un peu de quoi faire. Voilà. Et sachant que quand on atteint le 10e niveau dans ces classes, donc on la maîtrise. Et on va avoir accès à une compétence héroïque à choisir. Et donc là, on est sur des
compétences d'un niveau supérieur, qui vont souvent qui vont exploiter des capacités d'une ou plusieurs classes qu'on a déjà. Ouais. Donc souvent les compétences héroïques sont indiquées pour une ou deux classes. Donc si on a les deux. C'est vrai, bon, déjà les compétences de base, elles rigolent pas, hein, Voilà, oui. mais les héroïques, c'est vrai qu'on... Elles portent bien leur nom. Voilà. On part dans la démesure, il y a des choses très sympas. On peut acheter des nouvelles classes pour faire des combos. Vu qu'on a 50 niveaux à niveau maximum 10, on peut finir avec 5 classes différentes. On peut maîtriser 5 classes ou en maîtriser un peu moins, mais avoir plus de classes. Voilà, sachant que, il me semble, oui, en plus, il y a quand même juste une régulation sur le nombre de classes. Il faut en avoir maîtrisé pour en prendre un peu plus, etc. Il y a des... Ouais, parce que 10 classes niveau 1 n'est pas vraiment très ouais, c'est pas... Voilà. Mais globalement, voilà. Ça marche assez simplement. Et ouais, on a vraiment cette ossature de mécanique simple, on a les choses par-dessus, on a une progression qui est assez cadrée, assez linéaire. On a un bestiaire qui est déjà pas mal et surtout qui donne des archétypes. Un guide de création de comment créer davantage de c'est surtout ça, oui. C'est ça, les quelques PNJ créatures qu'il y a dans le livre de base notamment sont là surtout pour des exemples. Et derrière, c'est surtout qu'il y a tout ce qu'il faut pour créer les siennes. C'est un peu ça l'idée. Plutôt d'être exhaustif dans un catalogue, c'est plutôt de donner au MJ les clés pour se débrouiller. Pour créer à la volée en fait ce qu'il a besoin, parce que très souvent, du coup, de par la construction du monde émergent créé par les joueurs et du fait que finalement tout va tourner autour des actions des joueurs, le MJ va finalement pas forcément devoir préparer sa campagne longtemps à l'avance. Il a des grands axes, mais globalement, il va falloir qu'il suive les joueurs d'une session sur l'autre à peu près, voire 2 sessions d'avance maximum, mais il va donc devoir finalement s'adapter à la direction que vont prendre les joueurs. Donc finalement, il pourrait piocher dans un catalogue, mais le plus souvent, c'est quand même plus intéressant pour lui de dire, là, vu qu'ils vont là, on n'avait pas trop prévu, moi, voilà, je ne voyais pas forcément aller par là. Vu ce qu'ils m'ont dit, vu les questions auxquelles ils ont répondu, ça me donne des idées pour un adversaire à cet endroit-là, une créature, voilà, qui est presque l'idée des joueurs peut-être, mais qui va être du coup instanciée par le MJ et son petit guide qu'il y a dans le livre. Parfait, je crois qu'on a fait un peu le survol de la plupart des points. Peut-être, bon, là on est donc dans le cadre du financement de la classe de Techno Fantasy, donc sans doute beaucoup de monde qui regarde la vidéo peut-être connaît déjà le jeu. Pour ceux qui connaissent pas, et parce que souvent les gens aiment bien un peu se positionner de quoi comment, comment est-ce que tu qualifierais le jeu? Est-ce que pour toi, alors je sais que beaucoup d'éditeurs diraient mon jeu il peut tout faire, mais est-ce que c'est un jeu qui se prête à l'initiation ou est-ce que quand même c'est un petit peu plus destiné à des gens qui maîtrisent déjà un petit peu le jeu de rôle? Est-ce que ça... Alors, on a l'appuyé sur Start qui permet, je pense... Qui est là d'ailleurs. Voilà. Qui lui est complètement un tutoriel. Oui. Donc là, je dirais, c'est pour initier tout le monde. Vraiment, et y compris au JDR en général, on va dire. C'est des scènes l'une après l'autre, et là vous faites quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui fait, voilà, grosse 40aine de pages, petit format. Le MJ, c'est intéressant qu'il le lise une première fois. Et ensuite, on se lance. C'est-à-dire qu'il distribue les personnages qui sont prétirés. Chaque personnage a, alors on le verra peut-être par un incruste, mais chaque personnage, voilà, s'affiche à des petits cadenas qui sont là et qui vont être déverrouillés au fur et à mesure des scènes. Ouais. Et donc, on rentre directement dans l'histoire et chaque scène va expliquer finalement un aspect des règles et donc de la fiche de personnage à tout le monde. Et on apprend, comme dans un tutoriel de jeu vidéo, on apprend le jeu. Et à la fin de ça, on a une idée
de la saveur du jeu, de la mécanique, du type d'univers qu'on peut faire, et on peut se lancer. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'on peut vraiment s'adresser à tout le monde. Maintenant, des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle sont peut-être un peu intimidés par l'idée de créer leur univers. Alors il faut pas, mais c'est facile à dire, mais il faut pas. Et après, des gens qui sont peut-être plus habitués à du classique, et notamment des MJ expérimentés, habitués à proposer leur univers et le faire découvrir son univers à ses joueurs, avec des mystères, avec des choses comme ça. Là, il faut passer un cap, il faut lâcher prise et se dire non, je donne les clés de la voiture au début, c'est eux qui vont faire la voiture et ensuite je la conduis avec eux, mais c'est eux qui me disent où on va. Même si je suis au volant, c'est eux qui c'est eux qui ont le GPS, qui me disent où on va. Et c'est de la voiture qu'ils ont construite. Ouais. Et peut-être dernière question, un peu en complément avec ça, parce qu'on a vu que voilà, il y a une bonne initiation possible, il y a un peu de technique derrière ensuite pour ceux qui aiment les choses un peu plus touffues. Plutôt one shot, plutôt campagne courte ou plutôt campagne longue? Alors, je dirais que c'est plutôt pour de la campagne. Je pense que en dessous de 6-7 séances, tout le côté montée de niveau et combo, etc., on va en exploiter qu'une partie. On va risque de rester un peu sur sa faim. Et si on veut vraiment que son histoire soit épique, etc., il va falloir monter un peu. Après, quand on parle de sessions, on parle de sessions de 3 heures, 4 heures. On parle pas des sessions de vrais rôlistes. De 8 à 10 heures, nuit blanche. Marche ou crève. Voilà, on est sur ça. Donc, je dirais que une bonne moyenne, ce serait quand même 40-50 heures. Un bon JRPG, en somme. Un bon JRPG, exactement. C'est exactement ça. Voilà. Et encore une fois, après, pour l'aspect one-shot, c'est intéressant si on a déjà joué, peut-être qu'on a déjà un peu pratiqué le jeu, donc on en maîtrise un petit peu les combos, ce genre de choses, on voit un petit peu ce genre de choses, et on peut apprécier à ce moment-là un one-shot ou une campagne, enfin une mini-campagne, quelque chose de très court, avec des personnages peut-être un peu plus haut niveau que niveau 5, et si du coup la partie création de monde, elle est pas zappée, mais on va dire qu'il y a quelque chose de préalable qui est préexistant, soit quelqu'un dit voilà, ça vous dit on joue dans dans le jeu de tel jeu vidéo, ouais, ok, donc tout le monde en d'une demi-heure, on va dire, on est OP sur c'est quoi cet univers, et on peut se lancer. Derrière, le MJ peut avoir un petit one-shot assez rapidement. Voilà, puis pour ceux qui aiment bien un peu min-maxer d'une certaine manière, se dire « Ah ouais, une one-shot, j'ai envie de faire mon tireur d'élite entrepiste nécromancien. » Exactement, on peut tester des concepts. Des concepts, oui, voilà, c'est le cas de le dire. Se les faire prendre un bon mur ou pas, et faire quelque chose qui peut être très sympa. Ça peut être des spin-offs aussi d'une campagne. Voilà, ça permet de créer pas mal de choses. Parfait. Je crois qu'on a bien fait le tour. J'espère que ça vous a donné une petite aperçu ou un petit feeling de ce que c'est de jouer à Fabula Ultima. Quel est le ressenti, pour quel genre de public ça se destine. Et donc, je vous donne rendez-vous avec Ghislain dans une autre vidéo où on va plus spécifiquement aborder le setting de Techno Fantasy qui est en financement. Et on espère vous revoir très bientôt pour quoi que ce soit sur la chaîne du Studio 4D2.